On est de retour pour la seconde partie des experts, avec toujours autour de la table Victor Lequillerier, Gilles Berset et Erwan Tison. Merci à tous les trois d'être ici avec cette alerte sur la fiscalité. 11 milliards d'impôts en plus sur les riches et les grandes entreprises, indique Roland Lescure, le ministre de l'économie et des finances. Et pendant ce temps-là, on entend de plus en plus de témoignages d'entrepreneurs, de ménages aisés sans être non plus milliardaires. Eh bien, commencez à regarder s'il n'est pas temps de quitter ce pays. Fiscalité alerte sur l'attractivité. C'est notamment ce qu'on peut lire dans les pages saumon du Figaro aujourd'hui, avec le témoignage de Frédéric Rochat, associé gérant de la banque privée Lombard-Odier. Ne pas taxer au-delà du raisonnable, les entrepreneurs ne peuvent pas rester sans réagir face à la menace fiscale. Est-ce qu'on approche du ras-le-bol ou de l'exode des riches en France, Erwan Tison? Je pense qu'on l'a. Est-ce qu'on est à la limite? Ras-le-bol fiscal, l'expression a presque 15 ans maintenant, donc on en était au-delà. Elle était populaire à l'époque. Elle était populaire. Non, la question en fait, c'est que on a effectivement une fiscalité qui est très importante. D'autres pays font relativement. Enfin, il y a quelques pays qui font des choses similaires aux nôtres, notamment les pays du Nord, mais ils n'ont pas les services qui sont en face. Et le problème, c'est que nous, en plus, on a une fiscalité qui est largement assise sur le travail. Et c'est ça, on reboucle avec la question du pouvoir d'achat, la question des augmentations de salaire. Le MEDEF a lancé un super simulateur, je trouve extrêmement pédagogique, qui montre en fait à salaire net constant la différence entre ce que vous gagnez en France, en Allemagne, Italie, Espagne. Et en fait, c'est sidérant de voir justement la différence qui part en termes de cotisation. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que chaque salarié s'empare de ce genre d'outils. C'est sur le site du MEDEF, allez voir, c'est très ludique. Et que derrière se disent, où partent justement mes cotisations? Deuxième étape, ce qui serait bien, c'est que Bercy décide de verser le super brut à chacun des salariés et qu'après, chaque salarié fasse un chèque à l'URSSAF, un chèque à l'assurance maladie, un chèque à la Sécu, etc. Et là, je pense que 6 mois après ce genre de décision-là, on aura des grands états généraux de la fiscalité en France, avec notamment des demandes d'efficacité et d'optimisation de la part des citoyens, qui sont de toute façon légitimes. Et là, on pourra vraiment commencer peut-être à ouvrir un peu le capot et se dire, effectivement, d'être allé un peu loin sur les prélèvements fiscaux et sociaux. C'est juste une bonne mesure de pédagogie, de bon sens, parce que on voit bien que les entreprises aujourd'hui, malheureusement, cette charge qu'on va encore leur augmenter, certaines pourront l'absorber sur certaines de leurs marges, mais les marges en question, ce sera de l'investissement en moins, etc., etc. Et les autres, celles qui ne pourront pas l'absorber, ce sera tout simplement les tribunaux de commerce qui seront contents de récupérer leur dossier. Donc on est en train, tout simplement, à une époque où on se doit de tout miser sur l'innovation, dans un environnement totalement ouvert, d'alourdir la plupart de nos champions, de ceux qui peuvent justement renouer avec la prospérité. Je cite de mémoire les chiffres issus de ce site du MEDEF. J'étais allé voir la semaine dernière. Pour un salaire brut de 3 000 euros, qui correspond à un salaire net de 2 330 euros en France, qui est à peu près le salaire médian, le super brut, donc versé par l'entreprise, est de 4 300 euros, quand en Allemagne, en Espagne, en Italie, il est sous les 4 000 euros. C'est donc 10% d'écart déjà du côté de l'entreprise, mais surtout l'écart entre le salaire net français et espagnol est de 500 euros. Le salarié touche 2 300 euros en France, 2 800 en Espagne. C'est vrai que c'est et si vous me permettez là-dessus, avec 1 000 euros de cotisation retraite, payés justement à ce niveau de salaire-là, et je pense que si les salariés avaient conscience du montant de leur de cotisation retraite qu'ils avaient chaque année, on aurait, je pense, une demande pour un abaissement de l'âge de départ qui serait beaucoup moindre, et une demande pour baisser notamment ou mettre en place des mécanismes de solidarité intragénérationnelle pour faire financer les augmentations de pension par les retraités eux-mêmes et plus par les salariés. Gilbert, est-ce que les riches sont trop taxés en France? Pour moi, il y a aucun doute, mais se passe ailleurs. Je suis complètement d'accord avec le constat qui vient d'être fait. Je rajouterais quelque chose. En fait, la France est un pays qui taxe beaucoup, à la fois sur le salaire, mais aussi sur le capital. Mais aussi sur le capital. C'est très bien montré par François Eccal dans ses fiches de FIPECO. Et alors, on taxe beaucoup là-dessus. Et où est-ce qu'on taxe moins? Sur la consommation. La TVA. Et le revenu. Sur la consommation et le revenu global. Mais sur la consommation, il faut bien voir que l'opprobre dont pâtit la TVA en France est assez incompréhensible. Dans les pays de l'Union européenne, dans les 27 pays de l'Union européenne, il y a 19 pays dans lesquels le taux de TVA normal est supérieur à nos 20%. Les pays qui sont les moins inégalitaires en termes de distribution des revenus, pays nordiques et scandinaves, sont des pays dans lesquels les taux de TVA sont souvent de 22, voire
25%. On vous répondra, Donc, Gilbert, que nous- augmenter la TVA, c'est pénaliser les plus modestes. Oui, mais cet effet est mince et les outils redistributifs qui existent par ailleurs peuvent corriger cela. Les pays, encore une fois, les moins inégalitaires sont des pays dans lesquels les taux de TVA sont largement supérieurs aux nôtres. Faut quand même voir, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, que les cotisations payées par les entreprises, c'est toujours les salariés qui finissent par les payer d'une façon ou d'une autre, mais les cotisations, Principe de l'incidence fiscale. les cotisations sur la masse salariale payée par les entreprises pour financer la famille et la maladie, c'est à peu près 100 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros par an, plus de 3 points de PIB. Vous voyez, c'est considérable. Donc comment dirais-je, des mesures fiscales non contributives, la santé, la famille, ça n'est pas contributif, c'est financé sur la masse salariale, ça n'est pas financé de façon globale par un impôt à très large assiette. C'est une petite aberration. C'est une petite aberration qu'on pourrait corriger tranquillement dans le temps. Et on aurait évidemment une fenêtre en ce moment, puisque l'inflation française est particulièrement basse par rapport à l'inflation. 1%. Voilà, dans les 20 pays de la zone euro, il n'y a que Chypre qui est une inflation plus basse que nous. Hein. On est à 0,9 quand la zone euro est à 2,1. On a de la marge. Ça serait le moment de mettre en œuvre des mesures de TVA sociale, en évitant évidemment de compenser les effets anti-redistributifs. Ça serait une mesure qui permettrait de réduire le coût du travail d'une façon sensible pour les entreprises. Voilà, on a un tas de choses à faire en France, mais le blocage dans le débat public, dans le débat économique, le blocage est total. C'est sûr qu'il est plus simple dans l'opinion publique de dire on va taxer 1800 milliardaires pour résoudre tous nos problèmes, c'était le principe de la taxe Zuckman, et plus globalement de taxer les riches plutôt que de dire une augmentation de la TVA, non, pour tout le monde, Victor. C'est vrai qu'il y a eu, pour moi, il y a un peu un après et avant taxe Zuckman, et que ça a créé une forme de fantasme, un peu d'hystérie autour de ces considérations sur la nécessité de taxer une catégorie de la population, alors que... Tout le monde plonge, hein. Plus de 80% de l'opinion publique française, 83% étaient favorables. Alors qu'en vrai, je pense que la taxe Zuckman, c'est pas vraiment... Enfin, si elle avait été mieux conçue et qu'elle avait été en tout cas mieux communiquée, l'objectif, en fait, c'était une refonte, en fait, des certaines exonérations fiscales en lien avec le pacte Dutreil, où c'est vrai que là, ou encore sur tout ce qui est le système de fiscalisation des holdings patrimoniales, où il y a un gros écart entre les entreprises classiques et les entreprises... Bon, c'est un autre débat. Mais ça a créé, en fait, une sorte de stress, alors même qu'il y a le très bon rapport du Conseil d'analyse économique qui a réussi à démontrer qu'en fait on pouvait couper dans plusieurs types de dépenses et qu'il y avait avoir une feuille de route qui permettait de voir qu'on pouvait faire des économies substantielles de l'ordre pour réduire le déficit public primaire de l'ordre de 80 milliards d'ici 5 ans, et qu'en fait ça on pouvait le faire aussi par rapport à certains types de dépenses, et que là on est en train de stresser un petit peu les chefs d'entreprise et de manière générale l'économie française, alors que en fait ce qu'on voit c'est qu'on aura besoin d'envoyer le bon signal pour montrer qu'on est capable de faire des réformes, et qu'après ça, en fait, on pourra être en mesure de faire des évaluations de politique publique systématiques, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs fiscaux, aussi des dépenses qui sont plus forcément en lien avec la réalité économique. Et je pense que là, il ne faut pas aussi surinterpréter Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que quand on regarde, que ce soit les créations d'entreprises, c'est près de 800 000 en France, dont 30% ne sont pas des micro-entrepreneurs. Il y a quand même on n'est pas dans un système où on est dans une défiance générale, et ça se concrétise aussi par des entrées d'investissements directs étrangers, des investissements en France, alors même qu'on envoie les plus mauvais signaux depuis la dissolution de l'Assemblée. Donc effectivement, je pense qu'on a créé une sorte d'hystérie qui se retrouve aujourd'hui dans les débats à l'Assemblée nationale, qui sont vraiment pas d'un haut niveau, parce qu'on ne prend pas les bonnes mesures. Mais je pense qu'on n'est pas non plus dans une situation aussi catastrophique, et on le voit par ailleurs dans certains chiffres. C'est vrai qu'on voit la croissance qui tient. Au troisième trimestre, la France représente la moitié de la croissance européenne. Hein. Et la croissance a tenu, l'investissement a aussi tenu. Il y a quand même pas mal de signaux qui sont un petit peu contradictoires par rapport à ce qu'on entend par ailleurs. Et je pense qu'effectivement, sur la fiscalité, il faut aller vite. Et pour l'instant, on n'est pas du tout dans les clous, parce qu'on ne fait pas du tout ce qu'il faut. On l'a vu samedi avec la proposition sur le projet de loi des finances sur la sécurité sociale. Mais on est aussi dans une configuration où moi j'ai du mal à imaginer qu'on va y avoir un exit, enfin un départ d'entrepreneurs. Il y a un vrai débat là-dessus. Est-ce que, ou pas, c'est ce que dit Gabriel Zuckman d'ailleurs, hein, c'est pas vrai de dire que quand on augmente les impôts, les plus riches s'en vont. Il n'y a pas d'exit fiscal, et puis dans ces cas-là, on peut mettre une exit tax en plus. Je voudrais peut-être qu'on parle de l'exemple
britannique. Dans son interview dans le Figaro, Frédéric Rochat indique que 15 000 millionnaires ont quitté la Grande-Bretagne pour l'Italie, Dubaï ou l'Asie, après l'augmentation, enfin la mise en place d'une sorte d'ISF sur les revenus qui étaient tirés de l'étranger. Qu'est-ce que nous dit la littérature économique ? Est-ce que les gens partent ou pas, Erwan Tison ? Là-dessus, il y a Xavier Geravel, le président du CAE, qui a fait une excellente recension justement de la littérature économique sur le sujet et qui montre notamment dans les exemples norvégiens qu'en fait, il y a quasiment 75, les Norvégiens et autres pays du Nord, il y a quasiment 75% du poids de la taxe attendue qui n'est pas là. Parce qu'en fait, il y a un effet d'évitement immense. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, pour des choses très simples, on est dans un monde ouvert où les capitaux et les personnes peuvent circuler librement. Donc effectivement, quand vous avez en plus des pays qui, sans aucune harmonisation fiscale ou sociale ou budgétaire, ça c'est le problème aussi de l'Union européenne, peuvent, ou en tout cas se font des concurrences qui sont extrêmement importantes. Mais ce qui se passe de manière intra-européenne, notamment avec l'Italie, qui se veut très attractive sur ce genre de fortune-là, parce qu'ils cherchent aussi à reconsolider leur économie. À attirer, question d'attractivité. Parce que surtout, ils cherchent de la croissance structurelle, parce que le problème, c'est que leur croissance actuellement est exclusivement conjoncturelle et financée à crédit. Mais on observe la même chose aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ont fait la plupart des États qui sont mitoyens, en tout cas, à l'État de New York? Ils ont tous fait des appels du pied aux millionnaires et milliardaires en disant « venez chez nous ». Le taux d'imposition sera moindre, etc. La concurrence, de toute façon, fiscale, elle existe dans tous les espaces intégrés, partout où il est possible de se déplacer. Donc, et elle est souhaitable. Et en plus de ça, comme vous l'avez dit, la littérature académique montre qu'en fait, on n'arrive jamais à atteindre l'objectif fiscal que l'on a, à moins de fermer les frontières, à moins d'effectivement, on peut mettre un mur tout autour de la France et puis... c'est quand même le principe de l'exit tax, tout simplement. C'est-à-dire que vous continuerez à payer pendant 5 ans une fois que vous êtes parti. Au droit et pas certaine. Et discutable. Et discutable. Non seulement au droit français, mais au droit européen, où quand même toutes les dispositions du droit européen garantissent la libre circulation des hommes, des biens, des capitaux et des services, et du capital. Normalement. Donc cette conformité n'est pas assurée. Mais malgré tout, je crois qu'il faut en revenir à l'origine. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le débat ? Pourquoi ce débat ? Pourquoi cette augmentation des taxations ? On cherche à pratiquer une consolidation fiscale, parce que nos finances publiques vont très mal. Le PLF, tel qu'il avait été mis sur les bureaux de l'Assemblée, est un PLF qu'on ne peut pas qualifier de PLF d'austérité, et encore moins de PLF Frankenstein. Les dépenses publiques continuaient à y augmenter de 0,3% 30 milliards. En volume. 0,3% en volume. Hein. Une fois qu'on enlève l'effet de l'inflation, 0,3% en volume. Les dépenses sociales continuaient à augmenter. Donc les mesures d'économie étaient des mesures relativement modestes par rapport à l'effort que la France devra faire un jour, sans doute. Et d'ailleurs, il était prévu de répliquer ce genre d'effort sur 3-4 ans successifs pour arriver à 100 ou 120 milliards. Vous voyez les difficultés qu'on a à faire quelque chose de beaucoup moins ambitieux. Donc on est dans une situation qui est un petit peu hallucinante. Parce que, encore une fois, ce qui est demandé, c'est de prendre des décisions sur des mesures je dirais, d'une très très grande modestie. Pour prendre quelque chose qui a fait l'objet d'une très grande sensibilité dans le débat, les franchises médicales, franchises sur les boîtes de médicaments. Quand on se compare aux autres pays européens, nous sommes les plus généreux. Est-ce que des pays comme les pays nordiques et scandinaves ne sont pas des pays dans lesquels la sensibilité sociale est très forte ? Nous, on est très très généreux dans ce domaine. Pensez que ça ne peut avoir aucun effet sur la consommation des personnes, qu'une quasi-gratuité des boîtes de médicaments ou des consultations médicales, c'est nier le fait que l'individu répond quand même à des incitations économiques. Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Voilà. On le dit souvent. Erwan. Juste un petit point pour revenir sur le côté attractivité. Effectivement, vous l'avez dit, les chiffres actuels sont bons. Mais un tout petit bémol. Le chiffre effectivement de la croissance, on va attendre qu'il soit révisé de l'INSEE. On sait qu'il peut y avoir une variation de 0,2%. Effectivement, peut-être que de 0,5 sera 0,3. Deuxièmement, il y a des effets conjoncturels, notamment décaissement de stock dans l'aéronautique. Donc la croissance, il n'y a pas de croissance is-back, déjà, premièrement. Deuxièmement, l'attractivité que l'on observe aujourd'hui, notamment avec les investissements qui sont en train de se réaliser, sont des investissements qui ont été décidés il y a 5 à 6 ans. Donc au plein boom justement de la politique de l'offre. C'est là où justement c'est un peu insidieux et le temps est notre ennemi
dans ces conditions-là, c'est que ce qu'on est en train de... Le PLF, effectivement, notamment en matière d'attractivité, ces effets se verront que dans 5 à 6 ans. Et donc, dans ces cas-là, ce sera trop tard déjà pour changer de cap. Parce que si on continue sur cette tendance pendant 6 ans, c'est-à-dire qu'on ne pourra, et qu'on change de cap dans 6 ans, on ne pourra avoir les effets de ce changement de cap que dans 10 à 15 ans. Donc, c'est pour ça que le fait d'avoir un projet aussi farfelu que celui qu'on a aujourd'hui, il est extrêmement dramatique dans le temps. Et dernière chose, il y a une différence aussi, parce que j'entends beaucoup même de députés qui nous disent en off, mais vous inquiétez pas, on s'est fait un peu plaisir sur ce PLF et sur ce PLFSS, parce que la plupart ne sera pas voté, ou le Sénat. Oui. Mais la plupart des gens, notamment des investisseurs, ils lisent pas le journal officiel pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la loi. Ils écoutent tout simplement la télévision, FM Business, etc., les autres chaînes, et ils se disent, ah tiens, c'est en discussion à l'Assemblée, ça a été voté, donc ça a force de loi. Et ça vaut aussi pour les ménages, où on voit qu'effectivement, là, pour le coup, l'épargne de précaution, elle réagit quasiment instantanément à toute demande, elle est assez élastique à toute proposition d'augmentation de taxes. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on a annoncé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans l'imaginaire des gens, c'est acquis. Donc la surtaxe de 25 milliards sur les multinationales, c'est acquis. Dieu merci, plus personne n'écoute, puisque ça change tous les jours. Oui, mais le problème, c'est que vous avez des petites brèves sur votre téléphone, vous savez. Et oui, des alertes, des petites brèves en quelques caractères qui vous disent voilà ce qu'on a fait. Donc du coup, ça ancre dans l'imaginaire des gens des anticipations qui sont mauvaises. Et on passe comme ça pour acquis. C'est pour ça que la parole devrait être beaucoup plus mesurée et devrait être d'or, parce qu'il y a quelque chose de très performatif dans la parole parlementaire. Oui. Et ça, malheureusement, ça a été fortement oublié par des gens qui se sont fait complètement plaisir et qui ont libéré leur surmoi fiscal ces dernières semaines. J'ai un petit point quand même sur le troisième trimestre. Évidemment, c'est une bonne surprise, cette croissance de 0,5% du PIB au troisième trimestre. Quand on regarde les choses de près, l'investissement a cru de 0,9%. L'acquis pour l'année 2025 est négatif. L'acquis sur l'année 2025 est négatif. Sur l'investissement ? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer ce que veut dire l'acquis sur 2025 est négatif ? Ce plus 0,9% d'investissement des entreprises est un rattrapage par rapport à des très fortes baisses sur la fin de l'année 2024. Donc faut remettre les choses à leur place. On doit en être très content. Très content, c'est évident. Mais encore une fois, on a une croissance annuelle moyenne de l'investissement qui est négative. Alors, négative ou nulle, parce que moins 0,1%, c'est sur la ligne des zéros. Oui. Donc, il faut être mesuré sur ces choses-là et sur les exportations qui ont été effectivement les exportations augmentent très dynamiques, de 1% quand elles comme ça a été très bien dit, Europe. quand on regarde le chiffre des exportations, il faut surtout faire la somme de la croissance des exportations et de la contribution des variations de stock. Exactement. La contribution des variations de stock. Parce que quand on livre des gros produits comme des paquebots, des avions, on ne le fait pas tous les trimestres. On déstocke en quelque sorte de la production. Et Airbus joue un rôle très important dans les exports. Et la contribution, en prenant en compte les variations de stock, la contribution du commerce extérieur, y compris variation de stock, est de 0,3%. Donc c'est quelque chose de plus modeste que ce que beaucoup de gens ont en tête. Donc ceci pour dire que le 0,5% est une bonne surprise, c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se reproduise tous les trimestres à venir. Et justement, je pense qu'il y a un débat, parce que si l'investissement est effectivement un petit peu décevant malgré la bonne surprise, on le voit dans les études de la Banque de France, c'est aussi parce que les taux longs sont élevés. Et les taux longs sont élevés pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à faire la preuve qu'on est capable de faire des réformes fiscales qui sont importantes. Et ça, quand on regarde par rapport ailleurs les émissions de dette qui sont effectuées et la demande de dette française, elle diminue. Fixe. Ah non, pour le coup... On était régulièrement à 2,5 et même au-delà, on n'est plus qu'à 2,1, 2,2 tendanciellement. Sur la partie à 10 ans, parce qu'en fait, on privilégie les maturités plus courtes. C'est vrai. Mais à partir du moment où on sera en mesure de montrer qu'on est capable de faire des réformes budgétaires avec une impulsion budgétaire d'environ 20 milliards par an sur 5 ans, je pense qu'on sera en mesure de rassurer les marchés financiers et qu'à partir de ce moment-là, ça va se concrétiser par une baisse des primes demandées sur les taux beaucoup plus longs à 10 ans et qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir une meilleure transmission des baisses de taux qui sont pratiquées par la BCE sur les taux longs. Et ça, pour ça, il faut qu'on montre qu'on est en mesure de faire les réformes sur notre fiscalité, sur nos dépenses publiques. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à comprendre. C'est qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup à ce stade pour rassurer les marchés sur notre capacité, sur notre engagement. Et que ça, pour l'instant, on a l'impression que ce n'est pas compris du tout par l'Assemblée. Et c'est ça qui permettra, je pense, à terme, d'infléchir un petit peu cet effet négatif des taux lourds qui sont élevés sur l'investissement.
Je fais un tout petit pas de côté, j'ai Alain Vigneault qui nous écrit sur les réseaux. Et d'ailleurs, écrivez-nous sur les réseaux. Vous pouvez écrire sur mon compte Twitter, @legenra, Legenra. Envoyez-nous des questions. On pourra les poser à nos invités. Alain voudrait savoir, aimerait que vous expliquiez précisément en quoi notre dérive budgétaire pénalise nos partenaires européens. Rapidement, avant qu'on parle de Donald Trump, je ne sais pas qui veut s'y mettre, mais en quoi la situation française des finances publiques pénalise nos partenaires européens. Là, on voit que finalement, la croissance française, elle porte plutôt l'Union européenne, non ? On a combien de temps ? Erwan, Ouais. 2 minutes. Alors, très rapidement, en 2 mots. Premièrement, elle les pénalise parce qu'on est dans un ensemble intégré, effectivement, où il y a une menace de stabilité, notamment sur l'euro, et qui, du coup, dans une monnaie partagée, cette stabilité-là, cette fragilité peut se propager. Et surtout, elle a aussi une incidence endogène, parce que pourquoi est-ce qu'un gouvernement qui veut passer ou qui a passé la retraite à 69 ans, pourquoi est-ce qu'il ne répondrait pas légitimement à la demande de ces populations de dire « moi aussi, j'ai envie de passer à 62 ans comme les Français », et il n'y a pas de raison que nous, on ait fait des efforts budgétaires structurels que les Français ne le font pas. Ça aurait été réalisé si on avait suivi à la lettre le rapport McCarthy dans les années 60 avec une harmonisation budgétaire et fiscale européenne. On n'aurait pas ce genre de débat ce matin. Non, ce serait un peu long. Merci pour cette réponse concise. Un petit dernier mot sur Donald Trump qui va verser un chèque, qui promet un chèque de $2000 aux Américains, sauf aux plus aisés. Il parle de dividende. C'est quoi ce chèque de $2000 que promet le président américain, Victor Lequillerier ? J'ai l'impression que c'est les retombées fiscales des barrières douanières qui ont pu être émises ces derniers temps et qui vont être augmentées et qui ont généré, je crois, c'est près de 200 milliards de recettes. Effectivement, 213 milliards depuis la mise en place des barrières douanières. Et on l'a vu aux États-Unis. Mais donc ça rapporte. Moi, je pensais que le consommateur américain allait payer la facture des hausses douanières. Et là, on lui verse un chèque. Gilles Berset. Oui, il l'a payé. Je rappelle que la situation budgétaire américaine n'est quand même pas enviable. Même désastreuse. Donc elle est désastreuse. Elle est désastreuse. C'est pas un exemple pour nous. Donc la consolidation budgétaire est aussi une nécessité du côté des États-Unis. Mais chacun peut faire le calcul. 350 millions de citoyens américains, même si on exclut les personnes aisées, comme le dit Trump, même si on exclut les enfants, s'il y a 200 millions de personnes qui touchent un chèque de 2000 €, vous faites le calcul, ça fait 400 milliards. Ça fait 400 milliards. Donc c'est 2 fois les recettes des barrières douanières. C'est quelque chose de... C'est pas avec ça qu'ils vont réduire leur déficit. Voilà, c'est quelque chose de très cher. Ils ment aux Américains, donc. Ils vont à des ménages américains si ça se fait réellement. Néanmoins, le déficit public et la situation désastreuse des finances publiques américaines va aussi aux Américains. Ils en payent le prix par des taux d'intérêt qui sont plus élevés que si leur situation budgétaire était plus favorable. C'est pas un message à la Cour suprême aussi qui pourrait contraindre Donald Trump à rembourser les barrières douanières, Erwan Tison ? Oui, c'est peut-être une nouvelle réinterprétation de l'illusion monétaire, en fait, quelque part, qui est en train de faire Donald Trump. Là-dessus, c'est jeudi dernier, je crois, il y avait Lionel Fontanet qui est dans votre émission, qui a fait une explication par le menu, justement, étant un spécialiste de ces questions-là, qui montre qu'en fait, non seulement les droits de douane n'ont représenté que 5% du potentiel à financer, notamment du déficit. Du déficit, absolument. Et qu'en plus de ça... rappelait les chiffres, 1600 ou 1800 milliards de déficit cette année, les États-Unis. Et qui, en plus de ça, avait fortement amputé à la fois la compétitivité des entreprises et augmenté quelque part l'inflation, en tout cas, même puisque ça avait cranté les prix. Donc du coup, fait en sorte que il y a une augmentation générale des prix, pas autant entretenue pour l'instant, mais pour les consommateurs américains. Donc c'est perdant, perdant, perdant. Mais comme on le sait, on parlait de littérature avant, comme on le sait, pour le coup, je pense que le libre-échange, c'est peut-être la littérature la plus abondante qui existe en économie, que ce soit Hall, Samuelson, on a des centaines de théoriciens qui ont tout montré là-dessus, et on sait de toute façon qu'à la fin, ce genre de mesures-là ne font que des perdants. Donc là, encore une fois, les chercheurs en économie disent merci à Donald Trump parce qu'on a encore beaucoup de matière empirique pour les 10 à 15 prochaines années académiques. Que vous allez pouvoir étudier. Victor, est-ce que ça coûte si cher que ça à la croissance? On l'a vu, là, les exportations françaises continuent de progresser. Alors en Europe, c'est moins 5%, la France, c'est plus 1%. Mais est-ce que ça impacte tant que ça la prospérité mondiale, cette guerre commerciale? Moi, je pense que nécessairement, parce qu'il va y avoir une bascule qui va s'opérer et que ça va générer beaucoup. On le voit sur le coût du fret. Enfin, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui sont des indicateurs qui se permettent de capter un petit peu ça, et on voit très bien que ça aura des répercussions négatives. Là où elles auraient
le plus de potentiel négatif, c'est si jamais ça se concrétise par un retour de l'inflation aux États-Unis. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais si jamais, en fait, il n'y avait pas d'accord avec d'autres pays, ça aurait des répercussions significatives d'une hausse des tensions sur la liquidité mondiale. Et ça crée... Après, je pense que ça a un des effets qui sont peut-être positifs parce que ça nous oblige, notamment nous, en Europe, à trouver d'autres partenaires. Et donc, du coup, à peut-être renforcer nos compétitions. Et peut-être signer le Mercosur. La suite de l'aventure continue. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission. Merci à Victor Lequi-Laurier, Gilles Berset, Erwan Tison. C'est tout pour investir, animé par Antoine Larigauderie que vous retrouvez. Quant à nous, rendez-vous demain matin, 10h, 11h, en direct sur BFM Business. L'émission est évidemment disponible en podcast et en replay. Bonne journée à tous. À demain.